Salut les gens! Alors tu te rappelles de la famille Yamamoto, tu sais, la famille qui a jamais existé, mais qui était soi-disant morte sur l'Everest, qui paraissait crédible, parce que depuis 1920, il y a quand même beaucoup de gens qui sont morts sur l'Everest, et les cadavres sont restés sur place, et comme des points de repère. Donc bah, c'est l'occasion de faire une petite vidéo pour te raconter tout ça. Petit tour d'horizon des cadavres les plus célèbres de l'Everest. C'est parti! Depuis 1901, il y a eu quand même plus de 300 disparus sur l'Everest, et on en a certains dont on a encore les corps sur place, donc comme je te disais, qui servent de point de repère. T'en as même qui sont devenus extrêmement célèbres, et d'ailleurs on dénombrerait à peu près 200 corps le long des pentes. C'est dingue. En fait, certains sont restés sur place, ont été recouverts par la neige, ont complètement disparu, certains sont tombés dans des crevasses, donc disparus, d'autres sont posés là, comme ça. Tiens, par exemple, un des plus célèbres, Greenbots. On l'appelle comme ça bah, parce qu'il a des bordes vertes, hein, tout simplement. On a l'impression qu'il vient juste de mourir, qu'il est tendu là, comme ça, depuis quelques minutes, et il est entouré de tout son matériel. Et pourtant, il est sur place depuis vraisemblablement 1996. La tempête de fou, là. Après, il y a d'autres théories qui disent qu'il est mort en 2000. Et bah, le corps n'a en fait jamais été déplacé à cause de la glace en fait qu'il maintient au sol. En plus, on est vraiment presque au sommet, et les efforts à fournir sont dingues pour pouvoir le dégager. Donc autant le laisser, il sert de point de repère. La version la plus répandue dit qu'il s'agit du grimpeur indien Tsewang Palyor, j'espère que je le dis bien, qui, un jour de mai 1996, va se lancer à l'assaut du plus haut sommet du monde. Alors, il n'est pas tout seul, il a deux compagnons de cordée, ils sont surpris par le blizzard juste au-dessous du sommet. Alors, ils ont d'autres compagnons, il y en a trois qui font demi-tour, mais ils ne sont pas compagnons de cordée. Nos trois amis courageux décident de pousser l'ascension jusqu'au bout. On est arrivé là, ce serait ballot. Vers 15h45, les trois grimpeurs annoncent qu'ils sont au sommet, par radio. D'après l'écrivain américain John Krakauer, la visibilité déclinante ce jour-là et les mauvaises conditions font qu'en fait, ils n'étaient pas arrivés, ils ne s'en sont pas aperçus, ils n'étaient pas au sommet. En fait, ils sont à 2 heures du sommet de l'Everest. Le 11 mai, un groupe de 2 Japonais, 3 Sherpas, 2 randonneurs, sa femme et le... Ah non, pardon, je m'égare. Empruntent en fait le même chemin qu'eux pour se rendre au sommet. Et ils rencontrent à 8500 mètres d'altitude un des trois Indiens, que John Krakauer désignera plus tard dans ses mémoires comme étant Tsewang Palyor. Après une nuit entière passée dans la neige, sans oxygène, l'homme est pas encore mort, mais pas loin. Peut-être pour pas avoir renoncé à leur ascension, les Japonais disent bon, il n'y a plus rien à faire, continue. Et bon voilà, t'as l'histoire de Greenbots. Alors t'as aussi d'autres cadavres qui étaient devenus très célèbres, mais qui ont disparu depuis. Il s'agit d'Anne-Laure Schmatz. En 79, cette grimpeuse allemande est devenue la première femme à mourir sur l'Everest. C'est aussi la quatrième femme à avoir atteint le sommet. À l'automne 79, Anne-Laure Schmatz et son mari Gerhard Schmatz se joignent à une expédition. Il ambitionnait d'ailleurs de devenir l'un des plus vieux alpinistes à atteindre le sommet de l'Everest. Anne-Laure était expérimentée, forte de pas mal de très hauts sommets, et elle était déterminée à laisser son empreinte sur l'Everest. Elle va réussir. Elle a atteint le sommet de l'Everest en fin de journée, ce qui lui a laissé, à elle et à ses compagnons, peu de temps pour redescendre avant le froid et l'obscurité. Juste en dessous du sommet, Anne-Laure et ses compagnons ont décidé de bivouaquer, trop fatigués pour continuer. Malgré les efforts de leur guide Sherpa pour les convaincre de repartir, Anne-Laure et son compagnon vont rester sur place. Décision fatale, car ils ont été exposés aux intempéries, au froid extrême, sans protection adéquate. Anne-Laure et Janet sont morts sur place. Elle était allongée contre son sac quand elle est morte, d'où la position assise dans laquelle elle se trouvait. Son corps était assis là, juste au-dessus du camp 4, exposé à la vue de tous les alpinistes qui passaient par là. Mais finalement, les vents violents ont tout soufflé, et elle a totalement disparu. Le salutateur, c'est aussi un corps super célèbre. Lui, c'est un des premiers sur le chemin de l'ascension. Son identité est inconnue, et il doit son surnom à la position de ses bras, dans laquelle il est resté comme ça depuis 1997. La tempête de 96, elle a aussi coûté la vie à un alpiniste chevronné qui s'appelait Scott Fisher. Durant l'ascension avec son groupe Mountain Madness, Fisher a réussi à atteindre le sommet. Cependant, il a commencé à souffrir d'épuisement. Fisher a envoyé son équipe d'expédition en avant, sachant qu'il les ralentirait. Malheureusement, il va perdre la vie pendant la tempête. Ah, une autre histoire. Robol, c'était un alpiniste néo-zélandais.
et le fondateur d'Adventure Consultants. La tempête de mai 96, ça a été la tempête la plus meurtrière pour l'Everest. Alors Hall, il avait déjà guidé pas mal de groupes au sommet de l'Everest, c'était pas sa première. L'ascension atteint le sommet avec succès, mais à mesure que la journée avançait, les conditions se sont vraiment dégradées. Je t'en ai déjà parlé de la tempête de 96. Hall et son client Doug Hansen sont restés bloqués juste en dessous du sommet, avec leur réserve d'oxygène qui diminuait à vue d'œil. Hall était déterminé à rester à côté de son client, trop fatigué pour se déplacer, et trop abîmé pour se déplacer, trop malade pour se déplacer. Les deux alpinistes ont finalement succombé. Les derniers instants de Hall ont été marqués par de déchirantes conversations téléphoniques avec sa femme, restée en Nouvelle-Zélande. C'est toi. Je t'aime. Bien conscient de sa mort, il a dit calmement « Dors bien ma chérie, ne t'inquiète pas trop ». Le corps de Hall repose encore sur le mont Everest, là où il a trouvé la mort. Son épouse estime que le corps repose là où l'alpiniste aurait aimé rester. Elle a demandé que son corps soit laissé tranquille. Encore, la belle au beau dormant. Alors elle a un nom terrible, elle s'appelle Francis Yarbrough Di Stefano Arzantiev. Elle va rencontrer le légendaire alpiniste russe Sergueï Arzantiev, avec qui elle va se marier en 1992. Du coup, elle va se mettre à l'accompagner dans ses expéditions, même si elle est bien moins confirmée que lui. Elle et Sergueï vont élaborer un plan pour qu'elle devienne la première femme américaine à gravir l'Everest, sans l'utilisation d'oxygène supplémentaire. Alors pour la petite histoire, leur fils, avant leur départ, va faire un cauchemar, dans lequel il va voir deux alpinistes coincés au sommet de l'Everest. Il insiste pour que sa mère ne parte pas, elle lui répond « je dois le faire ». Leur ascension commence le 17 mai 98. Le 22 mai, ils attaquent l'ascension finale. L'ascension va être très lente et éprouvante, et ils vont être contraints de passer la nuit au-dessus de 8000 mètres d'altitude. À ce moment-là, ils sont dans la zone de la mort, depuis plus de 72 heures sans oxygène. Dans la nuit, on ne sait pas pourquoi, ils vont se séparer. Sergueï va revenir au camp, et s'aperçoit que Francis n'est pas revenu. Il décide de repartir pour la chercher. C'est la dernière fois que d'autres alpinistes vont le voir vivant. Son piolet a été retrouvé, mais malheureusement son corps a disparu. L'année suivante, Jack Norton découvre le corps de Sergueï, plus bas sur la montagne, apparemment mort d'une chute, pendant qu'il essayait de sauver sa femme. Le 23 mai, une équipe ouzbek est tombée sur la route, sur leur corps. Ils vont trouver Francis à moitié morte, souffrant d'une grande privation d'oxygène, une hypothermie et des engelures. Ils vont lui donner de l'oxygène et essayer de la porter le plus loin qu'ils peuvent, mais sans eux-mêmes épuisés. À ce moment-là, en plus, Francis était certainement hypothermique au-delà de ce qui pouvait être soigné. Faut bien noter qu'à cette altitude, il est déjà très difficile de porter son propre poids, alors en plus porter le poids de quelqu'un d'autre. Plus tard dans la journée, d'autres grimpeurs, Ian Woodall et Cathy O'Dowd, tentent de s'élancer vers le sommet. Ils tombent sur un corps probablement gelé. En fait, en regardant plus près, ils s'aperçoivent que la femme n'est pas encore morte. Ils s'approchent d'elle pour l'aider, et s'aperçoivent que c'est Francis, qu'ils avaient déjà vu au camp, puisqu'elle avait visité leur tente. Alors d'ailleurs, O'Dowd, elle se rappelle d'elle, en disant que c'était pas quelqu'un qui était obsessionnel de la grimpe. C'était quelqu'un qui parlait beaucoup de sa maison, beaucoup de son fils. Donc elle a un peu du mal à comprendre l'obstination. Pourtant, il pouvait pas vraiment aider non plus. Donc dans les heures qui vont suivre, Francis va mourir, elle va perdre sa couleur, et pris l'aspect d'une figure de cire. Elle va conserver une expression remarquablement paisible. Ainsi, elle sera surnommée la belle au bois dormant du mont Everest. Alors, malheureusement, le corps est resté congelé là, près de la route principale qui menait au sommet. Alors du coup, pendant les 9 années qui vont suivre, ça va devenir un jeu d'aller la photographier. Alors Ian Woodall, il a été longtemps obsédé par le visage mourant de Francis. Donc des années plus tard, il va décider d'aller la chercher. En 2007, il va organiser une expédition pour retirer le corps des yeux des futurs grimpeurs. L'expédition va réussir à envelopper le corps dans un drapeau américain et à le descendre de la montagne. Enfin, hors de vue de la route principale, parce que elle est restée là-bas. Sleeping Beauty, comme on l'appelle, repose encore dans les nuages. Alors t'as aussi des secrets qui sont restés. Le corps de George Mallory, par exemple, un alpiniste disparu en 1924, va être retrouvé seulement en 1999. C'est dingue. Alors on connaît du coup les causes de sa mort, une chute mortelle, alors que le corps de son compagnon de cordée, Andrew Irvine, n'a jamais été localisé. Pas plus que leur appareil photo, élément important qui pourrait fournir la preuve qu'ils ont réalisé l'ascension de l'Everest, parce que ça, on leur a pas accordé. Cependant, en septembre 2024, une équipe financée par National Geographic a retrouvé sous la face nord de l'Everest, prise dans le glacier central, une chaussure contenant les restes d'un pied humain. À l'intérieur, une chaussette rouge, en au-dessus du pied,
dans laquelle était cousue une étiquette Icy Irvine. Parce que le toit du monde a officiellement été vaincu pour la première fois le 29 mai 1953 par le néo-zélandais Sir Edmund Hillary et le Sherpa népalais Tenzing Norgay. Il est content. Mais une partie de la communauté des alpinistes reste persuadée qu'ils ont été devancés en 24 par Mallory et Irvine, qui seraient morts en fait tous les deux en descendant du sommet. Dès 1933, une expédition avait retrouvé un masque à oxygène et un pic à glace appartenant à Irvine, mais la recherche d'un appareil photo n'a absolument jamais abouti. Bon, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, alors bon bah c'est le moment de te dire, oublie pas de t'abonner, ou de mettre au moins un petit pouce pour les algorithmes. Mais forcément, je peux pas te parler de tous les cadavres de l'Everest, parce qu'il y en a énormément, il y en a plein, on sait même pas qui c'est. Mais je voulais quand même en mentionner un petit dernier, David Sharp. Alors lui, il va parvenir en 2006 au sommet, sans oxygène supplémentaire, donc l'exploit est là, mais désorienté et épuisé sur le chemin de retour, il se dit tiens, je vais faire une petite pause quand même. Et il se met dans une petite grotte, enfin un petit abri. Il va tenter comme ça de récupérer. T'as 40 personnes qui vont lui passer devant, comme ça. Absolument personne ne va s'arrêter pour prendre de ses nouvelles. Avant de la fin de la journée du 15. Et là, il était trop tard pour lui porter secours. Il va rester comme ça, assis, en donnant l'impression qu'il regarde juste passer les gens. Alors vous l'aurez compris, pour toute personne s'essayant à gravir la montagne, il est fréquent d'avoir à contourner ou enjamber plusieurs corps sur son parcours. En apercevoir une vingtaine au cours d'une seule expédition est une chose courante. Les environs du second ressaut est d'ailleurs même surnommé crête arc-en-ciel du fait des nombreux parkas qu'on voit alignés et de toutes les couleurs. Les corps sont toujours extrêmement bien conservés du fait de la température. Ça rappelle de Blue Babe, quand même entre moins 30 et moins 50 degrés au sommet, et de l'absence de prédateurs aussi. Alors des efforts sont faits, comme je te l'ai dit, et comme je te l'ai pas dit aussi, parce que ça se fait souvent, pour cacher les corps de la vue des autres. Donc parfois on leur met des drapeaux, parfois on leur met même un sac sur la tête, ou parfois on arrive à les éloigner carrément du chemin principal. T'en as aussi des dizaines et des dizaines d'autres qui sont là sur le chemin. Personne ne sait qui ils sont, je t'ai dit. Ils sont là, comme ça. C'est incroyable, c'est fou. Ils ont tenté l'aventure d'une vie, ils y ont perdu la vie. Waouh, tu parles bien. Mais bon, voilà, ça c'est les dangers de l'Everest. Ils sont là pour rappeler aux gens à quel point le défi est terrible, à quel point il est dangereux. Et finalement, c'était dans un sens peut-être pas plus mal que leurs dépouilles soient restées là-haut. C'était le rêve de leur vie. Donc pourquoi pas le rêve de leur mort ? Non mais je le pense pas, en fait.